Aujourd'hui, j'ai parlé de, du X Research en startup et à quel point c'est dur de trouver des utilisateurs et de savoir quoi en faire derrière et comment avancer avec tout ça. Moi, je suis Antoine Peset, je suis promo 2013, promo Asimov, donc de l'ENSC. On n'avait pas encore les nouveaux locaux. Quand on est la dernière promo à ne pas avoir les nouveaux locaux. Donc ça fait 8 ans que je fais de l'UX. Je suis spécialisé en UX Research. Je vais en reparler un tout petit peu plus après. 5 ans de product. Donc j'ai eu des rôles de product owner, product manager, coach agile. Et je suis formateur depuis 5 ans, notamment sur le sujet des émotions et du design thinking. Par exemple, donne des cours au Gobelin à l'EMI, qui est une école de designers, donc à des bac plus 3, bac plus 4. Et j'ai donné beaucoup de formations dans le roi Merlin, où voilà, j'ai été formateur de tout le cycle autour du design thinking. Et aujourd'hui, donc, je suis CPO d'une startup, donc où je travaille beaucoup sur le product management et et sur le UX research. Et depuis peu, YouTuber et streamer débutant. Donc, je suis d'ailleurs en train de streamer cette conf sur Twitch. Voilà, pour ceux qui intéressent, je fais un peu de contenu autour de l'actu, de l'UX et du produit. Tout est logique, c'est merveilleux. Donc, le 1er avril 2020, j'ai lancé ma boîte, qui s'appelle Stakeo. Vous avez vu, ça fait un an. Et il y a un an, il y a quelque chose qui a débuté, c'était le Covid. Donc on s'est lancé, en fait, on est 4 cofondateurs et on a dû commencer à travailler ensemble à distance en temps de Covid. Et donc on s'est adapté un petit peu à ça. Donc ma boîte, elle travaille dans le monde de l'IoT, l'Internet of Things, qui concerne en fait, ça veut dire les objets connectés. Euh, donc grosso modo, peut-être que certains en ont chez eux, ça va être des lumières connectées, des thermostats connectés, ce genre de trucs. Sauf que là, c'est pas ça. Là, on va plus s'intéresser à de l'industrie. Le secteur industriel qui a besoin en fait d'avoir de la donnée, de la data sur ses produits. Et donc on va connecter à Internet des objets. Donc d'un côté, en fait, ce sont des projets qui sont particulièrement compliqués, puisque pour les gens qui font l'informatique, on va mettre un lien dans le monde réel. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste à accueillir, enfin, on n'a pas juste à mettre à jour un site ou une application. Il va y avoir un lien dans le monde physique et parfois le capteur ne va plus marcher. Enfin, il y a ce genre de choses. Ça, c'est assez compliqué. Et de l'autre, pour les industriels, en fait, on va passer d'un mode où je crée mon objet et je le vends à un moment où on va créer son objet, on va plus le vendre, on va le louer et on va vendre en fait de la donnée. Donc par exemple, il y a des boîtes comme Luco, qui sont des assureurs, ils vont en fait louer des objets connectés qui vont permettre derrière de vendre, enfin de récupérer la donnée, ils vont vendre cette donnée-là, ils vont davantage valoriser cette donnée. Ah, voilà, c'est un exemple de modification par l'IoT. Bref, ce qu'on construit, c'est un logiciel qui met en relation les architectes IoT, ceux qui vont construire tout ce système, qui sont assez complexes, avec les porteurs de projets, qui vont gérer ces projets IoT. Et donc, on a un outil qui permet de faire des architectures et de faire des simulations sur tout ça. Voilà. Je ne rentre pas forcément dans le détail, c'est pas le sujet. Si vous avez des questions sur ça, il n'y a pas de problème. Mais je voulais simplement vous mettre le contexte architecte IoT, porteur de projet. Donc moi, je lance ça, je me dis cool, je vais pouvoir lancer une démarche du X Research sur du long terme. Et j'ai été longtemps consultant, donc j'ai monté pas mal de projets. Monter des équipes, monter des projets, je sais pas, j'ai dû en faire quinzaine à peu près. Avec équipe avec des développeurs, product owners, ce genre de choses. Et là, c'est la première fois que je peux faire ça sur du long terme. C'est aussi pour ça que j'ai quitté le monde du conseil et de la prestation. C'était pour pouvoir avoir mon aventure, mon truc sur lequel je vais pouvoir capitaliser sur du long terme. Alors, je vous explique simplement juste mon point de vue pour bien comprendre. Pour moi, l'UX, c'est euh, une composition de deux éléments. D'un côté, on a la research, qui va être en fait la recherche qui cherche à synthétiser le comportement des utilisateurs. Donc c'est vraiment juste, je comprends le comportement et je synthétise. Et de l'autre, on a la partie design qui permet de trouver des solutions grâce à des interfaces. Et l'UX, c'est tout ça et c'est cyclique. On passe de l'un à l'autre, de l'un à l'autre. Et donc là, aujourd'hui, j'ai pu me concentrer sur la première partie, la partie recherche, qui s'intéresse au comportement. Donc on parle d'interview, d'experience map, de test utilisateur, ce genre de choses. Voilà. Donc, bonne nouvelle. Je me dis, je fais ça et donc je mets en place. Mais un an après, j'ai une seule interview pertinente avec les porteurs de projet.
J'ai 2 expérience maps, très bien, sur les architectes qui sont inutilisés. Et j'ai 0 utilisateur actif sur le produit. C'est pas très glorieux. Donc voilà. Est-ce que c'est un fail? Oui et non, voilà, je ne rate jamais, j'apprends, comme on dit, hein. Donc aujourd'hui, on est en levée de fonds, donc pour le moment, c'est pas critique ces problèmes-là, mais ce sont quand même des problèmes et j'avais envie de vous partager un petit peu moi ces problèmes que j'ai eus et finalement, quels sont les moyens concrets? Alors 2 moyens concrets, le troisième, je creuse un petit peu moins, 2 moyens concrets pour être meilleur en UX Research. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui, après cette introduction. Donc on va d'abord parler du premier sujet, une seule interview pertinente avec les porteurs de projet. Alors ce qui s'est passé, c'est que c'est pas mon monde. L'IoT n'est absolument pas mon domaine. Je suis arrivé dedans un petit peu par hasard. Et ce qui se passe, c'est que je n'ai aucun réseau dans le monde de l'IoT. Et pas de bol, le reste de mes collègues non plus. Bon, en tout cas, pas à ce niveau-là, pas sur les porteurs de projet. Sur les architectes, j'ai pu faire des interviews, c'était super, mais sur cette partie-là, je n'ai pas. Alors un porteur de projet, déjà, c'est quoi? Donc ça, c'est difficile à définir. Est-ce que c'est un chef de projet, product owner, product manager, directeur de projet, PMO, enfin il peut y avoir plein de choses. Et le monde de l'IoT, en fait, finalement, l'IoT, c'est une technique. C'est pas un secteur. Tous les secteurs peuvent être touchés. Il va y avoir l'énergie, la production, enfin il peut y en avoir plein. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai galéré. J'ai galéré grave pour en trouver, vraiment, 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 jusqu'au jour où j'ai rencontré un gars qui fait de la vente, qui fait du business développement, donc de la prospection, et qui m'a donné des outils. Et là, j'ai envie de vous montrer ça aujourd'hui, vous faire une petite démo. Et donc, j'utilise aujourd'hui LinkedIn Sales Navigator et Meetalfred. Donc, je vais gentiment passer sur Prospecting qui a l'air mieux. Je vais vous montrer pourquoi. Et donc, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Donc, Meetalfred, c'est un outil, c'est un bot qui va permettre d'envoyer des messages automatiquement et d'envoyer des relances automatiquement. Donc vous voyez là, c'est le nombre de messages qui a été envoyé sur différents jours. Et ce qui se passe, c'est que j'envoie des campagnes. Donc par exemple, une première campagne que j'avais faite, eh bien, je vais d'abord qualifier mon audience sur Sales Navigator, qui est une fonctionnalité de LinkedIn payante qui permet de filtrer assez précisément les gens. Donc en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est trouver des gens qui pouvaient être pertinents, leur envoyer des messages et automatiser ça en leur proposant une étude de recherche utilisateur. Donc vous voyez là-dedans, je filtre, je trie. Donc là j'ai mis sur le secteur France, j'ai choisi différents secteurs, une taille d'entreprise précise et des titres. Voilà. Là-dedans, vous voyez que je ne parle pas d'IoT. Donc c'est la première étude que j'ai faite, enfin première campagne. Et donc vous allez voir que ça a eu des soucis derrière. Enfin, ça a eu des impacts. Donc une fois que j'ai fait ça, je le mets dans Meetalfred, je vous épargne la manière de faire ça. Et je vais construire ma séquence. Donc ma séquence, dans LinkedIn, il y a d'abord un petit message qu'on peut envoyer. Donc premier message, bonjour, je suis Antoine Peuzé, cofondateur chez Stakeo, qui aide les entreprises à réussir leurs innovations connectées. Je réalise une étude pour identifier les problèmes liés au projet que vous pilotez. Que diriez-vous d'échanger 30 minutes? Je vous enverrai ensuite la synthèse. Donc en fait, je prépare le message que ce bot va envoyer. Ensuite, je prépare un message plus complet où je demande 30 minutes, voilà, je décris un peu plus. Une fois que la personne accepte. Quand elle a accepté, 2 jours après, je lui renvoie un message. 5 jours après, je lui renvoie un autre message. Donc voilà la trame que j'utilisais. Et ça, c'est un outil qui est utilisé notamment par des gens qui font de la prospection pour parler d'un projet, pas forcément refaire une étude. Donc j'ai un peu détourné le truc. Et en fait, ça a bien fonctionné. La limite de cet outil-là, c'est que vous voyez, il y a une barre jaune en haut, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en gros, ça me dit que LinkedIn m'a mis des restrictions à cause de ça. Et donc, je ne peux pas envoyer de nouvelles invitations avant 2 jours. Donc ça, c'est les problèmes de Meetalfred. Pourquoi je parlais de Prospecting et Meetalfred? Parce que cet outil-là paraît limité sur ce sujet-là, ce qui est moins le cas de Prospecting, qui a l'air d'être l'outil le plus à la mode. Bon, pour le moment, je vous montre Meetalfred, c'est ce avec quoi j'ai commencé. Voilà. En un mois, alors que j'avais jamais réussi à avoir d'interview, donc ça faisait 6 à 7 mois que j'essayais ça, en un mois, j'ai contacté 672 personnes. Il y en a 103 qui ont accepté mon invitation. Donc un petit peu moins à l'époque, ça devait être de l'ordre de 90, mais bon, là c'est aujourd'hui, donc 15% à peu près des gens. J'ai eu 50 réponses.
Donc des réponses, c'est des gens qui me répondent dans LinkedIn, et à partir du moment où j'ai une réponse, ça s'arrête. C'est-à-dire que ça ne continue pas d'envoyer des messages. Et j'ai eu 7 interviews. Donc 1% par rapport aux personnes que j'ai contactées. Voilà à peu près un ratio que vous pouvez imaginer. Et donc c'est vachement bien. Vachement bien, j'étais hyper content. Sauf que j'ai eu une seule interview qui était vraiment pertinente sur les 7. Donc voilà, petit fail par rapport à ça. Néanmoins, j'ai pu rentrer dedans et comprendre finalement comment faire pour trouver des gens sur un secteur que je ne connaissais pas. Donc mon premier apprentissage, en fait, c'est qu'il faut se battre pour avoir des discussions avec les gens de notre cible. Ça, c'est vraiment un truc hyper important. Le rôle de l'UX Researcher, c'est de comprendre le comportement de la cible. Et donc, on a besoin de rencontrer ces gens-là. Et la prochaine fois, moi, l'apprentissage que j'ai, c'est que je commencerai à mieux définir les critères de ma cible pour avoir des interviews pertinentes. C'est-à-dire que je l'avais en tête, je vois à peu près ces gens qui gèrent des projets, etc. Mais précisément pour savoir comment les contacter via LinkedIn, c'est hyper dur. Donc depuis, j'ai trouvé des pistes. Il y a des gens qui s'inscrivent à des groupes où je trouve l'élément IoT, par exemple, ce genre de choses. Donc je qualifierai mieux ma cible, c'est ça que j'ai envie de faire. Mais battez-vous pour avoir des discussions avec les gens de votre cible si vous faites de l'UX. Même si jamais vous avez des supérieurs hiérarchiques qui vous disent non, non, t'as pas le droit d'aller voir, etc., allez-y quand même. Je vous invite vraiment à être culotté par rapport à ça. Ça m'a jamais desservi de ne pas écouter et d'y aller. Et donc c'est dur comme posture, mais vraiment c'est important, il me semble. Parce que, et vous pouvez, si jamais vous ne pouvez pas trouver exactement votre cible, vous pouvez trouver des gens qui bossent à côté, ou par exemple avec la petite technique de vous pouvez contacter des gens. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis encore en cours d'interview sur ce sujet-là. 2 expériences maps inutilisées, donc des expériences maps d'architectes. Donc ça, j'ai réussi à faire une dizaine d'interviews avec eux, donc ça c'est top. J'ai du réseau avec eux, donc c'est beaucoup plus facile quand j'ai du réseau. Et donc, le problème, c'est que j'ai fait des choses qui ont servi pas complètement à rien, mais quasiment, quoi. Donc un peu décevant. Alors, pour vous montrer un peu ce que j'ai fait, je vais vous montrer un autre outil qui s'appelle UserBeat. Alors, UserBeat, en fait, c'est un outil qui va me permettre de conserver l'ensemble de mes données dans le Wix. Et donc, par exemple, voilà, je peux faire des personas. Donc, je suis ravi, j'ai mon persona. Bon, rien de très très fou, hein, mais ça m'a permis de savoir un peu à qui je m'adressais. L'intérêt de cet outil, il est ailleurs, c'est que je peux faire des interviews et les taguer. Alors comme je vous l'ai dit, de l'UX Research à plus long terme, en fait, c'est justement ça, c'est le fait, j'avais envie d'aller plus loin que ce que je faisais d'habitude. Donc là, sur ces dizaines d'interviews, vous voyez, j'ai des interviews qui durent 45 minutes, 1 heure à peu près, et j'ai tout retranscrit. Et c'est un taf de ouf de retranscrire tout ça. Donc j'ai pas tout fait tout seul. On a pris aussi un job étudiant qui nous a aidé en fait à tout simplement retranscrire le texte de l'oral à l'écrit. Et une fois que j'ai fait ça, ça m'a permis de taguer. Vous avez vu, j'ai mis des tags. Et ces tags, je les ai faits de plusieurs manières. Donc d'un côté, les fameux pain points, les points de douleur, donc ce qui s'est mal passé pour les gens. De l'autre, les points de satisfaction. Les requêtes qu'ils ont pu avoir, donc les choses qu'ils verbalisent. Et toutes les actions qu'ils ont pu faire, donc ce sont des faits qu'ils ont décrits. Donc ces interviews, j'avais une trame qui était très légère, et le but c'était de découvrir le métier d'architecte. Donc c'est des interviews exploratoires, c'était pas fermé du tout. Donc suite à ça, j'ai pu faire des experience maps, et vous allez voir que c'est un peu bourrin. Donc j'ai découpé l'ensemble des étapes sur lesquelles j'ai retranscrit les verbatims et où j'ai mis les différents états émotionnels. Et donc, moi j'adore les expériences map. J'adore parce que c'est un outil que je trouve qui est très visuel, qui permet de bien se projeter, de bien comprendre. Donc j'en ai fait aussi une version un peu plus light pour qu'on puisse mieux digérer ça, hein. Donc tout ça c'est très bien, mais le problème c'est que sur la partie insight, voilà, j'ai rien fait. Je n'ai rien fait et je pourrais vous trouver plein d'excuses. Ouais, on est en start-up, on avait d'autres trucs à faire, je suis pas que de X, je suis du produit. Euh, on a, on est passé des architectes aux porteurs de projets, etc., etc. Le constat, c'est que j'ai pas avancé. Voilà. Et du coup, par rapport à ça, finalement, j'ai pas d'excuses.
Donc je repasse un peu en tout ça. Et le deuxième apprentissage, c'est se forcer à aller jusqu'au bout de l'analyse. Même si on n'a pas le temps, même si c'est dur, même si je ne sais pas quoi, si je devais le refaire, la prochaine fois, je prévoirais 2-3 jours pour l'analyse de ces interviews et la restitution. L'expérience map en soi, c'est une forme d'analyse, puisqu'on va trouver, comparer, etc. Mais, pour moi, le rôle de l'UX Researcher, c'est de fournir des insights clairs pour influencer les décisions de l'équipe. Et si je ne donne pas d'éléments clairs synthétisés, eh bien, à mes yeux, j'ai mal fait mon travail. Et bien là, j'ai mal fait mon travail. Puisque ça m'a permis d'apprendre des choses. Hein. Comme ça, le métier d'architecte, pareil, je ne le connaissais pas, mais j'avais du réseau. Donc j'ai appris, j'ai compris, excellente nouvelle. Cependant, il me manque une synthèse, c'est-à-dire quels sont les 4, 5, 6 éléments clés que je dois sortir de ces interviews et de ces expériences map. Les choses les plus importantes. Bon, donc mon dernier apprentissage, se forcer à aller jusqu'au bout de l'analyse, même si on n'a pas le temps ou on se dit que c'est moins important, etc. C'est capital de pouvoir digérer cette information pour la restituer plus facilement aux autres. À titre d'info, donc les expériences map, c'est quelque chose que j'adore. Je vous ai fait un template Miro, donc ça fait quelques jours que j'ai fait ça. Donc si UserBeat c'est compliqué pour aller dessus pour avoir des licences, Miro il y a beaucoup plus de gens qui l'ont. J'ai fait un template où on peut en fait les construire facilement, j'ai tout expliqué, etc. Je vous mettrai le lien tout à l'heure dans le chat si ça vous intéresse. Et enfin, là je vais être plus rapide sur cette partie-là parce que j'ai encore ce problème-là, 0 utilisateur actif sur le produit. Donc on a une trentaine d'utilisateurs sur notre produit. Donc il y a plein de raisons à ça. Hein. On est encore très early, on n'a pas encore tout à fait bien cadré le besoin, etc. Mais on a eu des gens qui se connectaient assez régulièrement. Cependant, ils ont lâché l'affaire. Et donc mon dernier apprentissage, c'est de se forcer à croiser très régulièrement ces utilisateurs. C'est quelque chose que j'ai un peu sous-estimé et que j'ai finalement j'ai pas mis beaucoup d'énergie à ça et je le regrette un peu. Et donc en fait, le rôle de l'UX Researcher, c'est d'observer l'usage des utilisateurs pour les synthétiser. Et ce que je suis déjà en train de faire et que je prévois pour la suite, c'est d'avoir un point mensuel de 15 minutes avec chacun des utilisateurs de ma plateforme. Et vraiment d'être lourd par rapport à ça et de mettre ces points de 15 minutes, même si les gens, c'est pas forcément ce qu'ils veulent, même si on va se considérer comme un peu embêtant, gênant, mais c'est de forcer un peu ça. Parce que surtout au début d'un projet, on a besoin de ces feedbacks, on a besoin de ces retours. Et donc, ce sera le troisième apprentissage que j'aimerais faire, c'est qu'une fois qu'on a réussi à trouver des gens, une fois qu'on a pu synthétiser, avoir des premiers éléments, et le travail n'est pas fini. Le travail n'est pas fini. Et vous avez vu, quand je synthétise, se battre, se forcer. En fait, c'est pas... il y a des moments qui sont hyper cool, hein. Dans la research, les interviews, c'est le meilleur moment. La construction des expériences map, moi j'adore parce qu'on est en train de mettre les choses, des Lego, tout ça. Enfin, on construit un parcours, c'est passionnant. Mais il y a plein d'étapes qu'on sous-estime et sur lesquelles en fait il faut être persévérant. Donc si j'ai un mot-clé pour la UX Research, ce serait la persévérance. Soyez persévérant et forcez-vous à aller un peu au-delà de votre zone de confort, de vos limites. Forcez-vous à faire un peu chier les gens parce que vous allez les faire chier. Et derrière, où est la limite entre UX et vente? Elle est fine en fait. Mais pour être meilleur, en tout cas, je vais vous donner moi mes apprentissages, se battre pour avoir des discussions avec les gens de notre cible, se forcer à aller jusqu'au bout de l'analyse et se forcer à croiser très régulièrement ces utilisateurs une fois qu'on a réussi à les trouver. Voilà en fait la conclusion que j'aimerais donner à ce talk. Normalement, je suis à peu près dans les temps, j'espère. Et donc, par rapport à ça, je suis preneur de vos feedbacks sur intervention, feedback et vos questions, si vous en avez. Merci beaucoup.